Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce Nouvel Esprit Public et plus précisément pour cette thématique consacrée notamment au rapport entre écologie et politique, thématique pour laquelle nous recevons Patrick Chastenay. Patrick Chastenay, bonjour. Bonjour. Quand je dis nous, c'est Isabelle de Golemin, rédactrice en chef de La Croix, Béatrice Gibelin, fondatrice de l'Institut français de géopolitique et directrice de la revue Hérodote, et Lucille Schmitt, vice-présidente de la Fabrique écologique. Quant à vous, Patrick Chastenay, vous êtes professeur émérite en sciences politiques à l'Université de Bordeaux, vous êtes membre du Centre Montesquieu et de recherche politique, vous êtes spécialiste des idées politiques et vous êtes notamment intéressé à tous les thèmes ressortissants de l'écologie politique, de la pensée personnaliste, de la communication politique et de la propagande, ainsi que des mouvements libertaires. Vous collaborez à divers périodiques, vous présidez l'association internationale Jacques Ellul, que vous avez connu personnellement, qui est devenu votre ami, et dont vous êtes l'un des principaux spécialistes dans le monde. En février 2023, vous publiez aux éditions L'Échappée votre dernier ouvrage, Les racines libertaires de l'écologie politique, dans lequel vous analysez la pensée de grandes figures de l'écologie politique, Élisée Reclus, et non pas Reclus, Jacques Ellul, Bernard Charbonneau, Ivan Illich et Murray Bookchin. Il s'agit, selon vous, des véritables fondateurs de l'écologie politique qui ont en commun de penser l'écologie tout en préservant la liberté. À l'issue de cette investigation historique, il apparaît que la doctrine écologiste a tissé des liens étroits avec les pensées anarchistes et catholiques, plusieurs des auteurs évoqués étant liés au catholicisme ou au christianisme. Votre ouvrage soulève des questions d'une grande actualité, alors que les formes que doit prendre la lutte écologique sont au cœur des préoccupations nationales. Après le rassemblement organisé par les opposants aux bassines agricoles à Sainte-Soline, la polémique reste vive sur l'usage de la violence par les forces de l'ordre, comme sur les actions radicales des militants écologistes, ou encore sur la dissolution d'un mouvement écologiste, Soulèvement de la Terre, dissolution engagée par le ministre de l'Intérieur. Périodiquement, la nécessité urgente d'une action contre le changement climatique est rappelée à l'opinion publique. Le 20 mars, le GIEC publiait la synthèse de son 6e rapport d'évaluation. Elle fait état d'une intensification sans précédent, dit le rapport, de ce changement climatique et appelle les politiques à une action rapide et coordonnée. La loi Climat et Résilience d'août 2021 a déçu beaucoup de militants car elle n'a repris que 15 des 149 propositions de la Convention citoyenne sur le climat et une partie des activistes y a vu une confirmation de l'impuissance de l'État. Donc dans ce rapport, et à propos de ce rapport entre écologie et politique, c'est à Lucille Schmitt de vous poser la première question. Merci Philippe, je suis ravie d'être là pour ce dialogue. Il me semble que dans l'histoire des liens entre écologie et politique, vous soulignez donc l'importance des penseurs. On voit que la question de la pensée est plus importante peut-être encore aujourd'hui que dans la plupart des grandes familles politiques. Et puis il y a aussi cette difficulté à articuler l'écologie et les institutions. On sait qu'aujourd'hui, l'écologie politique, ce n'est pas l'écologie des politiques publiques, par exemple. Voire, comme l'a rappelé Philippe Meyer, que les positions qui sont prises par un certain nombre de responsables du gouvernement donnent le sentiment que l'écologie, au fond, c'est une manière d'aller contre les structures démocratiques. Il me semble au contraire que la question du lien entre écologie et démocratie structure aujourd'hui la possibilité de redonner de la vitalité à notre démocratie et de donner à l'écologie, sans doute, l'espace qui lui manque pour passer de la pensée à l'action. Il y a eu des grands penseurs, mais comment est-ce qu'on agit sur la question écologique ? Patrick Chastenay. Oui, ça c'est une très très vaste question. Peut-être qu'il faudrait la reprendre point par point. Il y a d'abord de quel monde on veut construire. Il y a un paradoxe entre la nécessité de faire vite, parce qu'il y a urgence climatique. Cette urgence, elle est rappelée même par des gens aussi modérés que Béchu, donc le ministre de la Transition énergétique. Il parle d'un chiffre de 4, d'une augmentation à la fin du siècle de 4 degrés.
Ça pose l'urgence. Et il y a une dissociation complète, effectivement, vous l'avez souligné, avec les politiques mises en place. Sur un exemple qui a été cité tout à l'heure, c'est par Philippe Meyer, c'est la question des bassines. C'est là où on voit qu'il y a un hiatus complet entre ce qui pourrait être une prise de conscience, c'est-à-dire que pour un ministre, citer les 4 degrés, c'est déjà dire, vous voyez, par rapport à l'accord de Paris, finalement, on ne tient pas à l'objectif, puisqu'on avait dit 2, mais finalement, ce serait mieux de faire 1,5. Bon. Là, il sort 4, ça doit faire normalement l'effet d'une bombe. Ça suppose que l'urgence, on y est là, et encore ce chiffre de 4, qui est destiné aussi à frapper les esprits, il est somme toute extrêmement modéré. Les Allemands, pour ne citer qu'eux, eux parlent 6,3 dans le scénario, disons, et même pas le scénario dur. C'est-à-dire qu'il y a des chiffres qui ne sont pas donnés d'ailleurs par le GIEC. Donc là, entre guillemets, on rigole plus, personne ne rigole. Ça veut dire, à Paris, en temps ordinaire, les 50 degrés. On a connu déjà des températures, on est déjà à 42 très, très fréquemment dans une ville comme Bordeaux, que je connais assez bien. Dans les cuisines, on est déjà à 57. Donc là, on ne plaisante plus, ça suppose toute une série d'aménagements. Et là où il y a une contradiction, c'est-à-dire qu'on on montre des objectifs qui sont, on cite des chiffres. Donc, et est-ce qu'on en tient compte? C'est-à-dire qu'il y a la question de l'eau, qui va être, me semble-t-il, la question centrale à l'avenir. Elle a été l'objet de conflits en Afrique. Ils ont déjà été étudiés extrêmement souvent. Ces conflits pour l'accession à l'eau, la répartition à l'eau, l'allocation justement autoritaire ou démocratique, c'est là où je rejoins votre question, elle est majeure. Or, si on peut parler 3 minutes, pas plus, de Sainte-Soline, mais vous avez tous les éléments justement d'une négation de la démocratie. Parce que c'est une question centrale. Ce point, il y a 80% des nappes phréatiques qui sont en dessous de leur niveau normal. Bon. Or, on dit, qui semble très logique, les agriculteurs, les éleveurs ont besoin d'eau toute l'année, y compris l'été. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, les gens on est tous majoritairement des citadins, on se dit, construire des grandes piscines, des grands bassins, pourquoi pas, on va récupérer de l'eau de pluie. Que nenni! On pompe dans les nappes phréatiques. Donc, c'est-à-dire qu'on ne fait qu'aggraver. Alors, avec un certain nombre de conséquences, on n'a pas besoin d'être hydrogéologue pour savoir qu'on va aggraver les problèmes, on va encore entraîner justement un assèchement supplémentaire de ces nappes phréatiques. Mais ce n'est pas tout, ça c'est déjà un petit élément du problème. La question démocratique, c'est-à-dire que l'eau reste quand même un bien commun. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire qu'avec, au passage, des fonds publics, parce que la construction de ces méga-bassines, c'est 70% de fonds publics. Donc, avec des fonds publics majoritairement, on privatise la ressource et on entretient, alors c'est là aussi le 3e niveau, on entretient un modèle d'agriculture qui est extrêmement gourmand en eau, qui est exactement ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire une agriculture qui va à faire, alors ce qu'on a pu voir quand je sais pas, que moi j'étais toujours ahuri de voir, vous prenez la route Bordeaux-Pays Basque, Bordeaux-Bayonne, en plein cagnard, on voit des canons à eau qui vous aspergent. Moi, je vous rappelle, mais puis ça continue. Moi, j'avais ma petite de chevaux littéralement aspergée entre midi et 15h. Donc on fait n'importe quoi. Là, ce sont des canons à eau pour le maïs, des canons à eau pour le colza. Au passage, une grande part va à l'exportation. Et à côté de ça, l'immense majorité, alors les maraîchers, la petite paysannerie, n'aura pas accès à cette eau, puisque elle est gardée, ce sont des murs de 8 mètres de haut, donc qui bloquent l'accès. Alors ça, c'est pas démocratique. C'est pas démocratique. Et puis, il y aurait bien d'autres éléments sur cette question. Isabelle de Goulbin. Oui, c'est pas démocratique, n'empêche que toutes les procédures, me semble-t-il, ont été respectées jusqu'au juge administratif cette semaine qui a dit que la méga bassine était légale. Donc, est-ce que c'est pas démocratique ou est-ce que c'est notre démocratie qui n'est pas adaptée à la nouvelle donne? C'est pour ça, parce que on peut pas dire que c'est pas démocratique. Ça a été des décisions, ça a été à la fois contesté, rejugé,
préjugés, etc. Donc, c'est pour ça que ça me paraît un peu compliqué. Et est-ce qu'on peut finalement... on est quand même dans une démocratie qui fonctionne par le compromis. Donc, on est obligé de faire des compromis. On peut pas, peut-être pas d'un seul coup, interdire toutes les méga-bassines. Donc c'est ça que cet objet de démocratie me gêne un peu. C'est très intéressant parce que d'abord, ça a été au cas par cas, parce que à l'heure actuelle, je parle de mémoire, on n'est pas encore à 100 construites. Il y a quand même, en termes de projet, d'ailleurs, une grande concentration de Sèvres, Charente-Maritime. On parle de 800 bassines. Bon, et sur celle dont vous parlez, les juges ont fonctionné à deux niveaux. Peut-être pour la dernière, en l'occurrence, la fameuse de Sainte-Soline, ça n'a pas été aussi simple. Et pour énormément, y compris d'ailleurs c'est passé en cour d'appel à Bordeaux, ça a été des décisions négatives, ce qui d'ailleurs n'a pas une grande importance. Le pont de l'île de Ré, il est construit par Bouygues depuis 30 ans, il est illégal au regard du droit. Donc c'est un cas d'école pour les étudiants de première année, ça. Donc on s'embarrasse pas trop quand on veut. C'est la politique du fait accompli, on construit une pile de plus. Donc je pense pas que le problème soit là. Le problème, c'est, me semble-t-il, en termes de démocratie, c'est que on a pollué le débat, tout simplement parce que ce débat, et c'est un vrai débat, l'accès à l'eau, il a été, allez vite, je ne vais pas le faire dans la nuance, il a été criminalisé. C'est-à-dire qu'on a tout de suite brandi le terme d'écoterrorisme. C'est-à-dire que, pour le coup, c'est vrai que j'en parle avec un peu trop de passion et je m'en excuse auprès des auditeurs, mais j'ai des proches. Moi, je n'étais pas sur ce terrain-là ce jour-là, mais j'ai des proches. Les gens y allaient en famille. Or, ce qui a été présenté avant, ça c'est extrêmement grave, les 2 jours précédents, si vous vous souvenez, par le ministre de l'Intérieur, c'est de parler, de dire il y aura des morts de gendarmes, et donc on cite, on a trouvé une hache, on a trouvé des haches, la hache, on a trouvé des boules de pétanque, donc ces manifestants viennent, et on invoque évidemment l'étranger, c'est-à-dire qu'ils sont venus d'étrangers. Oui, mais alors l'étranger, c'est l'étranger, mais d'Europe. Mais où dans l'Europe? C'est gênant de parler de ressortissants. Bon, depuis le départ, et ça marche, c'est-à-dire que ça interdit toute réflexion sur cette question. Et cette question, elle est centrale. Au passage, c'était des familles qui y allaient. C'est des familles, parce que pour beaucoup, c'est des maraîchers. Alors, en effet, c'est vrai que on ne va pas se le cacher, il y a une partie, vous avez parlé tout à l'heure, ou dans l'introduction, nous avons parlé des soulèvements de la terre, une partie se réclame. Alors, le qualificatif d'ultra-gauche, bon, qu'est-ce que ça recoupe là? Mais c'est vrai qu'il y a une mouvance libertaire qui est d'un activisme radical, qui s'en prend, j'insiste, au bien, et qui ne revendique à aucun moment des atteintes à la personne. Et qui, en l'occurrence, là, je n'ai pas honte de le dire, ont été les victimes. C'est-à-dire que là, il y a eu, au premier jet de projectile, une fureur qui a été déclenchée côté force de l'ordre. C'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose comme... c'était des armes de guerre qui ont été utilisées, c'est des grenades dites de désencerclement, plus moi je ne suis pas un spécialiste en quincaillerie militaire, mais il y a une DR 447 3B, etc., au rythme de 2 ou 3 à la seconde. C'est de la folie. Et une fois encore, c'est dramatique parce que ça disqualifie totalement je dirais, un mouvement qui me semble extrêmement important et qui touche justement à la question démocratique. Mais on essaye de penser les rapports entre démocratie et écologie, mais qui veut de la démocratie? Je repense par exemple au référendum sur Notre-Dame-des-Landes. Le référendum a donné une acceptation de l'aéroport, de l'extension de l'aéroport. Les adversaires de l'aéroport ont dit « Ah, mais c'était pas la bonne question. » Et elle n'était pas posée aux bonnes personnes. Évidemment, il n'y a pas besoin d'être particulièrement malicieux pour imaginer que si le référendum avait donné un résultat qui leur avait plu, ils auraient trouvé que c'était la bonne question et que c'était les bonnes personnes. C'est-à-dire qu'on a l'impression que quand on entre dans la problématique écologique, la démocratie en sort. Elle en sort de la manière dont vous venez de le dire, en décrivant la façon dont le ministre de l'Intérieur a
dramatisé la situation à Sainte-Soline et aussi a fait en sorte que la question de fond, qui est celle de l'eau, ne soit pas posée, que la question de l'ordre se substitue à la question de l'eau, mais elle en sort aussi du côté de certains mouvements écologistes. C'est difficile à dire parce qu'il n'y a pas un mouvement écologiste. Mais enfin, en tout cas, l'exemple de l'extension de l'aéroport de Nantes me paraît montrer que la démocratie n'est pas la chose, le souci le mieux partagé, ou alors il n'est partagé que selon la formule « ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à nous deux ». Oui, c'est sur cet exemple-là, je suis extrêmement, en effet, embarrassé pour vous répondre. Sur cet exemple particulier, oui. Est-ce qu'on peut dire que que ça concerne la... C'est amusant, parce qu'en même temps, moi, c'est drôle, ça me fait penser au fonctionnement interne. Quand votre question, c'est pas la vôtre, là, c'est puisque vous me parlez d'un référendum et vous me dites, oui, vous avez beau jeu de le dire, dans tous les cas de figure, on ne veut pas de cet aéroport et on pose la question pour la galerie. De toute façon, les écologistes vont s'y opposer, etc. Bon. Mais c'est drôle parce que dans la culture, je dirais, écologiste, même en termes de parti, c'est même d'ailleurs au passage ce qu'on l'a reproché. Moi, c'est pas mon cas, je reproche bien d'autres choses. Mais je pense à Europe Écologie Les Verts, puis ils s'appelaient Les Verts à l'origine. Bon. Et au contraire, c'est vraiment... d'ailleurs, ils avaient on disait toujours d'eux pour s'en moquer. C'est que dès qu'il y a une tête qui dépasse, ils la coupent. Et on pensait à Nicolas Hulot, quoi. Donc je dirais, enfin, à la fois vous avez raison, vraiment, sur le cas, et en même temps, c'est injuste de dire ça, parce qu'ils sont plutôt ultra-démocratiques dans leur fonctionnement. Et même dans les groupes là dont on parle, les groupes militants, ces groupes-là qui sont radicaux, notamment on parlait des soulèvements de la Terre, c'est pareil tout à l'heure, allez, il n'y a pas de chef, c'est très basiste. Donc, c'est même très démocratique. Alors après, oui, ils font toujours un petit mélange de représentatif, de démocratie directe, mais quand même, je trouve que c'est injuste. Pardon. Oui, c'est vrai que... Mon problème n'est pas de les condamner ou pas de les condamner. Ma question est de savoir, est-ce que la préoccupation écologique est une préoccupation qui n'appartient pas aux seules personnes qui sont adhérents d'un mouvement écologique? Est-ce que cette préoccupation fait bon ménage avec la démocratie? Je peux vous prendre un exemple dans le sens inverse. Le président de la République, qui veut faire de la démocratie disruptée, ou Dieu sait comment il appelle ça, crée donc cette convention nationale sur le changement climatique. On y met 150 personnes, représentatives de quoi? Je ne sais pas. Comment est-ce qu'on peut être 150 représentatifs quand on nous dit qu'un sondage a besoin d'un minimum de 1200 personnes pour l'échantillon et que même si on veut vraiment aller dans le détail, il faut aller à 10 000. Mais enfin, il crée cette convention. Cette convention travaille apparemment. Les gens qui sont peut-être pas représentatifs, mais ils sont travailleurs et ils produisent 149, je crois, propositions. Bon. Et à la fin, on fait une loi climat dans laquelle il ne reste que 50 des 149 propositions qui ont été émises. Là aussi, je veux dire, on a amusé la galerie. Alors, ceux qui ont dit qu'ils étaient d'accord avec le référendum, puis après, quand le référendum a donné un résultat qui ne leur plaisait pas, on dit « Ah ben non, c'était pas les bonnes personnes », sont exactement les mêmes que le président de la République et le gouvernement qui dit « On va demander l'avis d'une convention démocratique, etc. » Et une fois que les avis sont donnés, on dit « Ah ben, on en tiendra compte un peu plus tard. » Moi, mon problème, c'est celui-là. C'est quelle est la compatibilité dans les faits entre démocratie et souci écologique. Béatrice. Moi, je voudrais un peu changer de niveau d'analyse, parce que la question, c'est... Philippe évoque les 149 propositions. Qu'est-ce qui est faisable? Qu'est-ce qui est acceptable? Et moi, la question que je me pose, c'est l'acceptation sociale des contraintes qu'il va falloir imposer au nom tout à fait respectable et sur un plan scientifique clairement démontré de ce qui doit être fait. Et ça, c'est une question absolument majeure. Et là, on retombe sur la contrainte, parce que, à mon avis, le pays qui va réussir à respecter les contraintes scientifiques pour limiter, dans quelque temps, ce sera la Chine. Et ce sera le seul qui aura les moyens du contrôle social, c'est-à-dire que si vous ne faites pas exactement comme vous devez faire, au trou, ou presque. Bon. Et seul ce système-là le permettra. Et il ne faut pas rêver, ça sera ça et rien d'autre. Et notre problème, et vous avez cité, vous vous rendez compte, 4 degrés, mais 4 degrés, ça donne rien aux gens.
Moi qui suis originaire du Nord, j'ai entendu pas plus tard qu'au week-end de Pâques, voilà, c'est quand même chouette, hein. On va pouvoir avoir des étés formidables. Bon, on se dit qu'il y a quand même du chemin pour essayer de faire comprendre ce qui se passe. Ce qui va peut-être aider à comprendre, c'est l'eau, justement. Et l'eau, alors vous dites c'est un bien commun. Ça, c'est une décision. On décide que l'eau est un bien commun. C'est pas du tout évident. Vous savez que le terme de rivalité vient de rive. Hein, ce qui se passe de part et d'autre de l'eau. Et dans les pays semi-arides, plus arides, c'est difficile, l'eau est un bien extrêmement contrôlé. Et c'est toute une organisation de la société avec des chefs, parce que les basiques que vous dites, c'est une façon en fait d'exercer le contrôle au détriment des autres, et absolument pas d'être démocratique. Mais c'est un chef qui va avoir le contrôle évidemment de l'amont à l'aval. Et c'est des sociétés qui sont très hiérarchisées et très contrôlées. C'est le cas de la Chine, par exemple. La maîtrise de l'eau, les sociétés hydrauliques, bon, ça a été très bien étudié, et ce qui a permis le développement, évidemment, y compris démographique de la Chine. Ils ne sont pas par hasard 1,350 milliard. Voilà. Donc, pour moi, si vous voulez, et Dieu sait que je me suis intéressée à l'écologie libertaire, puisque mes premiers travaux étaient sur Élisée Reclus. Un des premiers articles que j'ai fait en 1981, c'était Élisée Reclus, un écologiste avant l'heure. Bon, donc, et tout libertaire qu'il fut, il était, j'allais dire, il n'acceptait que les lois de la nature, mais qu'il voyait comme des contraintes absolument devant s'imposer à tous. Et il a eu une vie exemplaire dans... C'est le mot. Bon, voilà, exemplaire. Seulement avec un absolu qui ne pouvait être, j'allais dire, inacceptable pour l'ensemble du reste du monde. Avec cette contradiction qu'il a eue néanmoins, c'est qu'il fut, j'allais dire, un colon, au sens de la mise en valeur des terres de la Colombie actuelle dans la Sierra Nevada, car... il était, j'allais dire, du rôle vraiment des hommes de mettre en valeur toute cette nature et qu'on ne devait pas la laisser en friche. Donc, ce qui a été une catastrophe, vu qu'il était infoutu de gérer quoi que ce soit. On est bien, puis il n'avait pas d'argent, donc ça a été. Son frère a dû lui envoyer les sous pour qu'il puisse rentrer à Paris. Il avait absolument plus rien, mais il était dans l'idée qu'il n'était pas pour laisser la nature. Il fallait intervenir sur la nature et il fallait la mettre en valeur. C'était nécessaire, en respectant un certain nombre de lois. Donc pour moi, si on veut respecter la limitation, au fond, des dérèglements climatiques, et pas seulement du réchauffement, je préfère parler de dérèglement climatique, hein, si on veut ça, eh bien il y aura contrainte, car nous n'arriverons pas, dans le temps imparti avec l'urgence, à possibilité de l'acceptation sociale. Patrick Chastenet. Oui, c'est extrêmement riche, hein, les éléments que vous nous fournissez là. Et évidemment, j'ai des choses à vous répondre, à tenter de vous répondre, et qui ne vont pas d'ailleurs nécessairement d'ailleurs à l'inverse de ce que vous dites. C'est extrêmement riche. Donc il y a à la fois ce qui concerne... vous avez prononcé les mots contrainte et vous avez prononcé le mot d'exemplarité. Alors, je reprends exemplarité pour, malgré les contradictions qui ont été quand même provisoires dans une vie qui, de mémoire, je crois, a commencé en 1830 et s'est achevée en 1905. Bon, bah oui, il y a eu des péripéties, mais dans l'ensemble, moi je trouve que je l'appelais à un moment donné le bon. Il y a un côté, même s'il y a eu rupture, il y a un côté bon pasteur, il y a un côté le petit troupeau, et justement l'idée que, eh bien, il peut y avoir une contagion mimétique du bien, c'est-à-dire que... Alors, moi, c'est ce que je pense aussi. Je ne suis pas sûr que, d'ailleurs, ça va marcher, ce qu'on va essayer de faire. Je ne suis pas sûr que ça soit efficace. Mais je pense que... Alors, je pense tout simplement, c'est la question du possible et de l'impossible. Et moi, je ne suis pas un politique. J'ai jamais rêvé de l'être. Je suis un observateur, je suis un analyste. Ça n'empêche pas d'avoir un certain nombre de convictions que j'ai fini par exprimer, évidemment, fort tard, parce que je me suis, durant toute ma carrière, astreint à respecter autant que je pouvais, la neutralité axiologique, mais c'est fini, ça, donc weberienne. Donc, je pense que quand on dit le possible et l'impossible, et en fait, ça, je dirais, c'est Max Weber, c'est Machiavel, c'est le politique dans toute à la fois sa grandeur,
Certes, mais je pense qu'on doit continuer de se poser la question du juste et de l'injuste, du bien et du mal, tout simplement. Ça, je crois qu'il faut le faire. Je pense aussi que les auteurs qui m'ont intéressé, ils ont évidemment plusieurs points communs, outre le fait que ils sont écologistes, dans le cas d'Élisée Reclus, c'est précurseur, manifestement, d'être libertaire, déclaré ou non. Mais ils ont aussi comme point commun, au moins pour 2 ou 3 d'entre eux, d'avoir justement cette prescience que si nous ne prenons pas au plus vite notre destin en main de ce point de vue-là, du rapport de l'homme à la nature, eh bien, je dirais que la dictature écologique, la thématique des Khmers verts, qui est agitée par Luc Ferry exactement depuis 1992, et puis accessoirement par Marcel Gauchier, eh bien, elle ne va pas être mise en place justement par les écologistes, au sens des organisations. Elle va être mise en place, et déjà, on a eu un petit avant-goût. Avec ces appels à la sobriété. Ça manquait pas de sel au passage de voir des grands groupes, Total et autres, les grands groupes, qui faisaient des encarts publicitaires sur le thème de la sobriété. Alors que, pour la consommation d'électricité, on a connu au contraire des campagnes qui nous encourageaient à... Enfin, on a connu, il y a peut-être mes aïeux ou dans ma jeunesse, qui encourageaient à la consommation directement. Alors, en effet, moi je crois que si on échoue, alors en effet, il y a un prix à payer dans nos vies, il y a des remises en cause qui sont en effet radicales, il y a des éléments de contrainte, mais on est dedans, parce que vous avez rappelé à juste titre l'étymologie justement pour parler de la rive, de la rivalité. En effet, c'est central. Et l'idée, c'est que soit on le fait, et je maintiens l'idée, on essaie de le faire démocratiquement. C'est pas facile, mais c'est des choses qui sont à la fois qui relèvent de l'individu, qui relèvent du collectif, qui relèvent de la politique traditionnelle, qui relèvent les politiques ou même des mœurs, des modes de vie, des styles de vie d'un côté, et on croit dans l'idée justement de contagion mimétique du bien. Alors on va dire que c'est de l'utopie, mais j'aurais peut-être un mot à en dire. Soit en effet, ça se fait de façon autoritaire, et il y aura une allocation autoritaire de l'eau comme de toutes les ressources rares. Et là, je vous rejoins aussi, ça sera donc la société la mieux préparée à l'heure actuelle pour ce type de modèle, et ça sera quand même un sacré paradoxe, ça sera en effet la Chine. Et c'est pas ce dont je rêve, ça je peux vous assurer. Moi non plus. Lucille Schmid. Oui, je crois que dans notre débat, il y a la question donc peut-être de la révision de ce qu'on appelle contrainte et liberté dans le contrat social. Et on l'a bien vu parce que à un moment, Emmanuel Macron nous avait dit qu'il souhaitait inscrire dans l'article 1er de la Constitution le fait que nous devions lutter contre les dérèglements climatiques et l'extinction de la biodiversité. Ça s'est arrêté très vite parce que le président du Sénat, Gérard Larcher, a dit qu'il fallait que ces éléments-là soient compatibles avec un principe général du droit qui est la liberté d'entreprendre. Ce qui veut dire que donc il fallait qu'on puisse lutter contre les dérèglements climatiques et garder la liberté d'entreprendre, ce qui est incompatible, puisque au nom d'un principe général de liberté d'entreprendre, on peut en fait développer une politique de prédation par rapport à la nature. Et donc ça montre bien, et le débat n'a pas eu lieu, parce que au fond, aujourd'hui, dans notre espace démocratique, de représentation démocratique, dans la Ve République, on n'avait pas un équilibre des forces qui permettait d'être sûr que la position défendue par Emmanuel Macron allait l'emporter. Il aurait peut-être fallu prendre le risque de perdre. Ça aurait été intéressant, de la même manière que sur d'autres débats. Mais en tout cas, on voit bien qu'en démocratie, réviser l'équilibre entre contrainte et liberté, ça peut se faire, et qu'il n'y a pas que la dictature qui permette, au fond, de réviser cet équilibre des contraintes et des libertés. Donc moi, je récuse complètement l'idée de la dictature, surtout que la dictature verte, je ne l'ai jamais vue exister, et qu'en Chine, l'écologie devient un prétexte, en fait, à supprimer la liberté publique. C'est plutôt ça, l'idée, c'est que c'est un prétexte. Comme ça. On a eu, d'ailleurs, au sein du Nouvel Esprit Public, une discussion avec Jean-Philippe Béja sur ce sujet, qui nous avait dit, au fond, il y a l'écologie défendue par la société chinoise, et puis il y a l'écologie qui descend d'en haut pour contrôler la liberté de la société.
Bon, donc ça, c'est un point important. Par rapport au point que soulevait Philippe Meyer, très intéressant sur le référendum de Notre-Dame-des-Landes, ce qui est intéressant par rapport à la révision de l'espace démocratique et de la temporalité démocratique qu'implique l'écologie, c'est que Notre-Dame-des-Landes, ça a été fait à Nantes, parce que l'aéroport est dans la banlieue nantaise, et que, au fond, l'abandon de l'aéroport a été invoqué par le Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, non pas au nom de l'écologie, mais au nom de la démocratie. Moi, je me rappelle de son discours. Et au fond, il a dit ça à l'échelle nationale, alors même que le référendum s'était passé à l'échelle locale. Au fond, le problème de l'écologie, c'est que ça crée une espèce de tension entre les différentes échelles. Est-ce que abandonner l'aéroport Notre-Dame-de-Landes, ça relevait de Nantes et de ceux qui habitent autour de Nantes, ou est-ce que ça relevait d'une discussion française, ou est-ce que ça relevait d'une discussion européenne ou d'une discussion mondiale, lorsqu'il s'agit au fond de renoncer progressivement à prendre l'avion, sujet qui aujourd'hui est posé à l'échelle mondiale par une jeunesse qui se mobilise en disant on ne peut plus se permettre d'émettre autant de carbone. Donc ça, c'est un sujet. Ça, c'est sur l'espace. Il y a aussi la temporalité, et là-dessus, je voudrais vous interroger sur la question de la place de la science. Parce que lorsqu'on nous parle du GIEC, lorsqu'on nous parle aussi de la naissance de l'écologie qui apparaît comme science et comme question politique en même temps, comment est-ce qu'on introduit davantage de faits scientifiques dans la décision démocratique ? C'est une question qui est posée directement par l'écologie et j'aimerais vous entendre là-dessus. Ah, c'est très riche votre intervention. Je regrette de ne pas avoir amené un papier et un stylo pour noter. J'ai peur d'en oublier. Sur la dernière, c'était le rapport science-écologie. Alors là aussi, ça joue à deux niveaux, me semble-t-il. Je crois que là, c'est d'ailleurs assez intéressant de voir les mobilisations de jeunes, à commencer par Greta Thunberg, ou même le film Don't Look Up, que j'ai fini par voir avec quand même quelques... Bon, j'ai traîné un peu la patte, et finalement, oui, il y en a à prendre. C'était presque la référence obligée. Oui, il y a des bonnes choses. Et de voir comment la science, là, elle sert d'appui. C'est-à-dire, on dit sommairement aux politiques, bon, écoutez, c'est fini maintenant, vous êtes vraiment des bons à rien, vous blablatez, vous faites des sommets de la Terre depuis 1972, et puis on voit toujours rien venir. Quelle honte. Donc, écoutez les scientifiques, ils vous disent tous la même chose. C'est assez amusant, parce que là, je crois d'ailleurs, alors, on a eu les climato-sceptiques avec Claude Allègre et puis Vincent Courtillot. Moi, je suis assez pessimiste d'ailleurs sur ce que il y a. Après, je ne sais pas comment j'ai oublié comment les psychologues. Enfin, on connaît tous ce phénomène. Je trouve qu'il y a un phénomène encore de dissociation là. C'est très connu d'ailleurs. C'est étudié. Je pense qu'on peut toujours encore continuer des synthèses, publier des synthèses du GIEC. On a. C'est drôle comment fonctionne le cerveau humain, si on peut dire, quoi. Donc la science, pour l'instant, c'est vrai qu'elle fonctionne. Je dirais qu'elle est mise quand même normalement au service de la cause écologiste. C'est important comment quand on regarde les mobilisations de la jeunesse, alors qu'on a pu pendant très longtemps présenter, c'est assez amusant, les écologistes comme une espèce de nébuleuse. D'ailleurs, ça serait intéressant, on ne l'a pas abordé aussi. Qu'est-ce qu'on entend par écologiste ? Parce que, non, mais là, là-dessus, je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments à donner. Et on les a présentés comme généralement des gens hostiles, alors s'appuyant aussi sur des lectures tronquées d'ailleurs de Jacques Ellul au passage, hostiles au progrès technique. Non, je suis désolé, c'est pas un technophobe, faut le lire. Il souligne simplement l'ambivalence. Donc, des gens potentiellement ou New Age ou anti-science, voire versant dans l'irrationalisme. C'est pas vraiment le cas, puisqu'au contraire, dans les mobilisations maintenant, c'est au nom de la science qu'on se mobilise pour la cause écologiste. Donc ça, bon, c'est très rapide comme question, mais c'en est une. Vous aviez une autre question sur la question spécifique de Notre-Dame-des-Landes. Je dis tout de suite, je ne suis pas un spécialiste de ce dossier, ça c'est vrai. En revanche, vous posez une question pertinente, parce que c'est là. Quelle est la bonne, et ça avait été souligné, je ne vais pas le dire comme j'ai envie de le dire, malicieusement par Philippe Meyer, c'est-à-dire c'est donc la question comment on l'a retournée, et là c'est la question du corps électoral, potentiellement. Quel périmètre ? Est-ce que cette question concerne d'ailleurs au passage les habitants
stricto sensu, de Notre-Dame-des-Landes, au passage, parce qu'il y en avait. Hein, il n'y avait pas que des pâquerettes sur place. Hein. Bon, il y a aussi un certain nombre d'exploitants, de maraîchers, bon, et d'habitants. Bon. Nantes et sa région, là on peut croire qu'il y avait... Ou question régionale, ou question nationale, ou encore... Et en effet, donc ça, c'est peut-être... oui, c'est peut-être une bonne question. Et d'ailleurs, en fonction de ce périmètre-là, en effet, je ne suis pas certain, moi, que la réponse eût été massivement en faveur de la construction de cet aéroport. Bon. Alors, je reprécise ma position, parce que c'est pas ça mon sujet. Non, d'accord. Mon sujet, c'est à partir du moment où on a demandé quelque chose, un référendum. Ce référendum, on a su dès le départ quelle serait la question et qui seraient les personnes habilitées à répondre. À partir de ce moment-là, la démocratie, c'est respecter la conclusion. Ça ne me fait absolument pas dire que c'était la bonne question, ni que c'était les bonnes personnes. Je n'en sais rien, et je trouve la question de Lucile très intéressante. Et sans doute même, si on avait posé la question, je dirais même au niveau européen, ça aurait été une façon de remettre dans les sociétés civiles une préoccupation qui est importante. Donc, c'est mon sujet, c'est d'ailleurs la même chose que ce que Béatrice a dit, c'est qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qu'il y aura comme compatibilité entre la démocratie et les exigences écologiques. Qu'est-ce qu'il y a comme compatibilité entre les prescriptions ou les préconisations de la science et le fonctionnement démocratique. Qu'est-ce qu'il y a aussi d'ailleurs comme poids de la société civile à l'intérieur des décisions qui sont prises. Je suis très frappé pour voir, parce que je fais souvent dans une région qui est agitée par cette question-là, dans la décision d'implantation des éoliennes, à quel point l'autorité administrative, c'est-à-dire l'autorité préfectorale, pour dire les choses comme elles sont, ne veut absolument pas entendre parler d'une quelconque expertise venant de la société civile. Ça, c'est tout. Et il y a une pauvreté du débat qui s'accompagne aussi d'une pauvreté de l'action. Et moi, ça me préoccupe parce que je comprends bien qu'il va y avoir des lois qui vont dire, par exemple, votre piscine, monsieur, vous avez qu'à la transformer en bac à fleurs parce qu'il n'y aura pas assez d'eau. Et je pense que ces lois qui vont attenter gravement, non pas à nos libertés, mais à nos comportements, ont besoin d'être soutenues, comprises par le plus grand nombre possible dans la société civile. Faute de quoi, on va se retrouver en effet avec un gendarme derrière chaque pâquerette pour ne pas... Béatrice voudrait prolonger mon intervention. Oui, parce que je reviens sur la question de l'acceptation sociale de cette urgence. Parce que la démocratie, c'est du temps. Trouver du consensus, échanger. Et en même temps, ce qui est juste aussi, c'est de dire, mais c'est urgent, il faut faire, il faut aller vite. Donc, entre ces deux choses-là, entre deux mots, faut choisir le moindre. Et lequel sera choisi, et je crains fort que ce ne soit pas celui qu'on aimerait voir choisir. Et l'autre chose qui me semble importante, et je reviens sur l'eau, parce que je crois qu'avec la sécheresse de l'été, la prise de conscience va contribuer à admettre que ce soit fait, mais il faudrait aussi que le coût de l'eau ne soit pas ce qu'il est aujourd'hui. Parce que les particuliers payent 80% du coût de l'eau, les industriels en payent 15 et les agriculteurs 5. Bon, alors évidemment, le jour où le maïs ou le colza, avec ses canons en haut qui m'énervent tout autant que vous en plein milieu de la journée sous un gros soleil, auront à payer cette eau-là, peut-être qu'ils penseront sorgho au millet ou autre chose. Bon, c'est-à-dire que c'est pour ça que moi, l'idée du bien commun m'agace. Parce que cette idée du bien commun, c'est l'idée de la gratuité. Non, c'est pas gratuit. On prenait Israël fait payer l'eau à une agriculture au compte-gouttes qui fonctionne. Vous passez de l'autre côté, du côté des Palestiniens, mais on brade l'eau, mais c'est un vrai scandale. Et jamais ces choses-là ne sont dites. Le Tigre et l'Euphrate, la guerre de l'eau, mais c'est une idiotie, ce discours sur la guerre de l'eau. Il faut sortir de ça, il faut poser les choses à plat et le regarder très, très clairement.
Patrick Chastenay. Ça me fait plaisir de voir qu'il y a de la passion aussi. J'ai eu peur tout à l'heure de mes... Nous sommes tout à fait d'accord. Je pense que, en même temps, je parle de bien commun, donc ça peut vous sembler contradictoire. On ne distingue pas assez, pour amener quelques solutions concrètes, encore que là, moi, je sors de mes compétences. Je ne peux pas en revendiquer aucune, sinon de connaître des pensées, et pas toutes d'ailleurs. Mais sur cette question de l'eau, moi, qui me tient à cœur, en effet, je pense qu'on devrait, vous avez souligné à juste titre ces disparités, on devrait en effet fixer un prix, on devrait distinguer le prix à usage, aux matières premières, c'est-à-dire pour l'industrie, le prêt-à-porter, un jean de 7 à 10 000 litres d'eau pour fabriquer un jean. Alors là aussi, une réflexion sur la publicité. Acheter, pourquoi faut-il changer en permanence un jean? Un jean, il est fait pour durer. Peu importe. Donc, en effet, des prix différenciés, justement, ça serait déjà un élément en effet, l'eau domestique. Donc, prix de l'eau pour l'agriculture, prix de l'eau pour l'industrie, prix de l'eau. Ensuite, prix de l'eau à usage domestique. Donc, effectivement, avec des tarifs, au passage, adaptés. Et certainement, peut-être d'ailleurs, on pourrait inverser. Mais ça poserait en effet des problèmes. C'est les rapports de force. Là encore, c'est pas gagné. Ça va prendre du temps, je crois. Je vais peut-être prolonger et puis passer à un autre plan qui est le plan du droit. Parce que c'est vrai que, donc, on a vu M. Darmanin criminaliser les écologistes, mais il y a aussi des écologistes qui criminalisent les industriels ou les gens en parlant d'écocide. Et on a de plus en plus de recours juridiques et d'actions juridiques pour empêcher, pour sanctionner, donc voilà, ça devient une arme. Moi, c'est vrai que, alors vous avez raison, à Sainte-Soline, il y avait des familles, mais il y avait aussi quand même, nous on avait 2 journalistes sur place qui sont revenus un peu quand même plus mitigés que vous sur un certain nombre de manifestants qui étaient quand même là pour casser, et qui le faisaient au nom de ce crime-là, en disant nous on est violents parce qu'en face ils sont violents sur l'environnement. Donc il y a une espèce de montée des enchères comme ça, et c'est pour ça que ce côté écocide pour moi me paraît problématique. D'accord. Alors 2 choses, parce que là aussi j'ai pas les réponses toutes faites. Sur la violence d'ailleurs, au passage, dans ceux dont j'ai choisi de parler, qui m'ont accompagné, finalement. Une grande partie de ma vie adulte, ils ont ce point commun. On a commencé par Élisée Reclus, dont nous avons une spécialiste à la table. Il était, et qui plus est, pour un anarchiste, c'était l'époque de la propagande par le fait, et il critiquait les bombistes, ceux qu'il appelait très joliment les bombistes, effectivement, qui posaient des bombes. Et en revanche, ce qu'il a fait, je voudrais faire comme lui, c'est de ne pas... hurler avec les loups et par solidarité, hurler avec eux. Alors, en revanche, je suis, comme Élisée Reclus, pacifiste et non-violent, et résolument non-violent, donc aussi peut-être minoritaire. Sur le cas de cette manifestation, alors, il y a eu quand même aussi, il y a eu une multiplicité quand même de témoignages. Non, peu importe, qui manquent, mais c'est l'aspect juridique, c'est pas grave. C'est l'aspect écocide. Sur l'aspect juridique, c'est extrêmement important parce que ça fait partie, et c'est d'ailleurs, moi je sais que je suis proche, même membre de ces sociétés-là, qui sont des sociétés protectrices de la nature, qui dépendent de la FNE. Au passage, pour ça tout à l'heure, quand je parlais et qui procède ainsi, quand je parlais justement de la diversité de ce qu'on appelle les écologistes, c'est très simple, c'est combien de divisions, là aussi. C'est-à-dire que justement, pour préparer l'émission, je suis allé voir, j'ai repris mes chiffres. Alors après, on peut discuter selon les époques, les Verts, en termes de cotisants, entre 5 et 12 000 environ. Mais oui, mais la France Nature Environnement, c'est 900 000 bénévoles, puis un certain nombre, 900 000 bénévoles. Et justement, comment est-ce qu'ils procèdent? Alors pas, en effet, en utilisant des barres de fer ou éventuellement des haches. C'est quand même un pur fantasme. Les assaillants, c'est dans les films quand même. Admettons. C'est par des recours administratifs, c'est se battre avec les armes du droit.
moi, je trouve que c'est de bonne guerre. C'est-à-dire que, moi, je crois fondamentalement, il a été question autour de la table Pardon, mais des éoliennes. Vous avez dit vous-même tout à l'heure que le pont de l'île de Ré était illégal, alors se battre avec les armes du droit. Alors voilà, c'est là aussi, mais je crois qu'il faut. C'est pour ça que mais oui, je sais bien, tout en connaissant les limites. C'est-à-dire que moi, chacun, me semble-t-il, là, il fait là où il va exprimer sa défense écologiste, là où il peut. Je trouve que, sachant en effet que toute modalité d'action, et d'ailleurs, moi je ne crois pas d'ailleurs, enfin, pour le dire vite, je pense que recourir à la violence, c'est entretenir un cycle et que c'est qui appelle de la violence. S'il y a quelque chose que j'ai retenu des Lulles, hein, si je peux le dire comme ça, c'est que, où je le rejoins, on ne construit pas une société juste avec des moyens justes. Si on veut une société libre, on la construit pas avec des moyens d'esclaves. J'ai pas envie d'une société violente, j'ai pas envie d'une société policière, et je sais très bien que, pour connaître mes classiques, que l'État a le monopole de la violence physique légitime, et que c'est pas comme ça qu'on obtiendra les choses. Après, une fois encore, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais pour revenir à cette question du droit, je pense que c'est vraiment une arme à ne pas négliger. Et c'est l'arme aussi, au passage du nombre. Les écologistes, dans leur immense majorité, alors c'est 900 000, c'est-à-dire que c'est des... moi, au passage, c'est la Société d'études de précision de la nature du Sud-Ouest, la CEPANSO. Donc, chacun peut se retrouver. En Bretagne, elles sont extrêmement fortes, il y a une tradition. Bon, donc là, c'est des éléments concrets. Au passage, d'ailleurs, ça, on n'en parle pas beaucoup. Qui se fait agresser réellement? C'est-à-dire que là aussi, le porte-parole justement de non-aux-bassines, les deux journalistes en Bretagne qui se battent justement contre l'agro-industrie et les élevages de porcs, la chienne empoisonnée, les roues déboulonnées. Moi, j'ai pas entendu de protestation de la part du ministre là. Désolé de rappeler ces petits détails qui fâchent. Lucille Schmid. Oui, je crois que dans notre débat, la question de l'écologie politique et d'une certaine manière de sa spécificité par rapport aux partis politiques. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un écologiste? Vous évoquez FNE, 900 000 adhérents. Les ONG ont structuré l'histoire politique de l'écologie, comme les journalistes d'ailleurs ont structuré cette histoire. André Gors, Brice Lalonde, qui était un journaliste. Donc on a, au fond, une manière d'éclore de l'écologie politique qui n'a rien à voir avec la forme du parti. Et aujourd'hui, on voit bien qu'Europe Écologie Les Verts ne peut pas avoir de monopole sur cette question à la fois de la pensée et de l'action écologique. Et peut-être que c'est tant mieux à un moment où les partis politiques sont très mal vus en fait de la société. Mais ça pose aussi la question de ce débat permanent entre écologistes et du fait qu'au fond, c'est quand même assez compliqué de se dire mais est-ce qu'il y a une ligne d'action? Alors il y a la science, mais comme on se l'est dit entre nous, la science n'est pas ce qui définit la ligne d'action démocratique. La science, il faut la mettre en débat et il faut décider ensemble. Donc cette espèce de foisonnement crée quand même une difficulté de lecture et de clarté de ce qu'il y a à faire, qui aujourd'hui est très importante alors même qu'on sent l'urgence. Du coup, est-ce que vous pensez, je sais que Jacques Ellul était sceptique là-dessus, Serge Moscovici aussi, grand scepticisme en fait de certains penseurs de l'écologie sur le fait qu'il fallait un parti vert. J'aimerais vous entendre là-dessus. Ah oui, là vous lisez dans mes pensées, hein. Et là je pense que franchement, non mais là, Ellul ne s'est pas trompé. C'était en effet inscrit. Et là pour le coup, j'ai eu vraiment l'occasion de l'interviewer sur ces questions-là. Je suis revenu à plusieurs reprises. En effet, mais c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que je lui ai posé la question avant même la création. Hein, on était en 81, donc je lui ai posé la question. Il m'a dit immanquablement, il me dit l'écologie n'a rien à gagner à que le mouvement se transforme en parti politique. Il me dit immanquablement, il y aura à terme une écologie de centre, une écologie de droite, une écologie de gauche, une écologie d'extrême droite. Je dis, vous croyez quand même? Il dit, oui, une écologie d'extrême gauche. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai compté à une élection européenne, en plus avec quelques illuminés aussi, ou d'autres qui venaient grappiller un petit peu quelques monnaies. Il y avait dans certaines régions pour les européennes quelque chose comme 16 listes qui se réclamaient peu ou prou de l'écologie. Bon, et il me disait, en effet, là-dessus, c'est pas par suivisme, j'ai pas adoré, et Ellul surtout, en matière, quand il parlait de musique rock, mais il se trouve que là, il avait totalement raison.
Bon. Non, en effet, je trouve que immanquablement, enfin, pour reprendre, c'est pardon du cliché, c'est une question trop sérieuse pour être laissée aux seuls écologistes patentés. Non, non, je pense qu'effectivement, c'est pas là. D'ailleurs, c'est pas là. Je pense que c'est en effet, moi, je crois que c'est une question tellement importante qu'elle doit être menée d'ailleurs au plan local. Je crois d'ailleurs, pour poursuivre votre question, moi je crois beaucoup, alors c'était un classique là, de Strogorsky, la différence entre les partis omnibus et les groupements ad hoc. Moi je crois vraiment justement à des petits groupes qui ont un objectif. Ils gagnent, ils perdent, comme on l'a dit tout à l'heure, selon ça peut être Notre-Dame-des-Landes. Et puis, une fois que l'objectif il est atteint, ou au contraire qu'il est perdu, eh bien, on passe à autre chose. Alors que là, quand on construit un parti qui, à partir du moment, se présente aux législatives, se présente aux présidentielles, veut répondre à tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne faut quand même pas oublier, là aussi je me suis replongé dans le programme qui était le projet 2022 d'Europe Écologie Les Verts. Il traite absolument de tous les sujets et, comme disait l'autre, ils ont réponse donc à tout ce que nous pouvons savoir et même à quelques autres éléments en addition. C'est-à-dire, à un moment donné, ils voulaient quand même aussi, dans leur plateforme, régler la question du Proche-Orient. C'est quand même ambitieux. C'est-à-dire qu'ils sortent totalement, justement, de leur champ de spécialité. Donc ça ne peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Alors, j'ai dit tout à l'heure que dans votre livre qui est apparu en février, Les racines libertaires de l'écologie politique, vous parliez d'Élisée Reclus. Nous avons fait allusion à ce géographe anarchiste. Vous parliez de Jacques Ellul. Vous venez de nous éclairer, ceux de nos auditeurs qui ne l'auraient pas connu. Mais vous parlez aussi d'Ivan Illich. Est-ce que nous sommes arrivés dans les derniers moments de cette émission? Est-ce que vous pourriez rappeler ce que la pensée d'Ivan Illich a eu d'original et en quoi, à votre avis, elle pourrait aujourd'hui, que ce soit ce qu'il disait sur l'école, sur la médecine, etc., en quoi est-ce que cette pensée aurait aujourd'hui des vertus, et notamment des vertus qui permettraient d'enrichir la réflexion et l'action politique? Je crois qu'il a eu un impact intéressant sur l'idée de limite. C'était central. Et donc, le limite et effet de seuil. C'est-à-dire qu'à partir justement d'une certaine limite, eh bien, une institution va devenir la corruption du meilleur engendre le pire. Au-delà d'un certain seuil, l'école désapprend, l'hôpital rend malade, et le système des transports paralyse, bloque. Donc, là encore, c'était toujours ce qui revenait chez lui. La corruption du meilleur engendre le pire. Et donc, je pense que il nous a appris, alors c'est évidemment toute une question de nuance à se dire, mais jusqu'où on peut aller, jusqu'où... C'est pour moi, là notamment sur la question des transports, c'est très pertinent pour le livre. Je me suis amusé en reprenant d'ailleurs, parce que lui fixait les grandes lignes, et sur la question des transports, c'était Trou de mémoire, qui s'est livré au calcul. Finalement, il arrivait à la conclusion pour les voitures, c'est-à-dire que il calculait le temps de travail pour acquérir la voiture, etc. Bref, c'était le vélo qui était indépassable comme mode de transport le plus rentable, Et moi, je me suis amusé à reprendre des organismes, des chiffres d'organismes peu suspects d'être aux mains de dangereux révolutionnaires ou de vélos révolutionnaires. C'était les chiffres de l'Automobile Club. Le prix de revient d'une voiture pour une voiture ordinaire avec une voiture entre guillemets haut de gamme puis un milieu de gamme pour un Français. C'est absolument phénoménal. Ça tourne autour de 6 000 € par an, une voiture. 6 000 € par an, c'est phénoménal quand même. Donc, c'est des éléments qui sont finalement tirés des réflexions d'Illich, pour faire vite. Et puis, son projet de société, c'est un projet finalement là encore d'austérité conviviale, mais qui vient du bas, toujours pour la question démocratique. Ces questions-là, c'est pas comme quand on parle de décroissance, mot que je n'ai pas eu l'occasion
de présenter, c'est pas la récession. Il faut se fixer des limites, mais il faut que ça vienne de l'intérieur. Et si c'est fixé aussi de façon, justement, et c'est ce qui risque sans doute, ce que je crains, moi, de façon autoritaire, si ça vient du haut, c'est-à-dire qu'on aura échoué. Collectivement, à rendre ces questions supportables, gérables en commun. Une fois, tout à l'heure, vous parliez des éoliennes. Moi, je crois que ces questions-là, ces questions énergétiques qui sont centrales, comme l'accès à l'eau, ça doit partir de la base. C'est-à-dire que l'éolien en tant que tel, c'était tout à fait intéressant. Le solaire, évidemment, parfait. Mais ne faisons pas des choses aberrantes, comme on peut le faire, par exemple, en Gironde. On va, alors qu'il y a des hangars, il y a des parkings, par exemple, abattre des hectares de forêt, puis faire des forêts de panneaux solaires. C'est aberrant. Alors là aussi, est-ce que c'est démocratique? Est-ce que c'est intelligent? Je ne crois pas, moi. Je ne crois pas. Donc je pense qu'à chaque fois, c'est pareil, il faut les populations. Je ne vais pas invoquer le peuple, mais je pense qu'il faut que ça se fasse avec l'accord des populations concernées sur l'implantation des éoliennes. C'est effectivement, ce sont des questions difficiles, mais il faut les tenter jusqu'au bout. Et comment c'est compatible avec l'urgence? C'est la question que vous posez au début. C'est-à-dire, comment vous gérez le temps de la démocratie, le temps de l'échange, le temps de la conviction et le temps de ce dérèglement climatique qui s'accélère. Oui. Moi, je pense que c'est quand on vivra dans son quotidien des conséquences extrêmement négatives qu'à ce moment-là, il y aura prise de conscience. La question, c'est: aurons-nous dépassé le seuil, puisqu'on revient effectivement sur Illich, ou ne l'aurions-nous pas dépassé? Qu'est-ce qu'on aura comme temps devant nous pour cette acceptation sociale, qui est, de mon point de vue, fondamentale? C'est sur cette question qui n'est pas petite que nous allons nous quitter et vous remercier, Patrick Chastenet, d'avoir été notre invité. Je remercie aussi Étienne Billon, avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré, qui va en assurer le compendium, Nicolas Tourneau, qui veille à notre site, tandis qu'Olivier Magloire veille à nos plateformes de financement, Mathéo Gillet qui a enregistré cette conversation, Nouvelles Écoutes et Julien Neville qui la produisent. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel Esprit Public.